Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Nous lançons aujourd'hui avec ce webinaire une nouvelle série qui sera consacrée aux indicateurs de performance, les KPI. Nous envisageons de poursuivre cette série tout au cours de l'année 2026. Ces indicateurs de performance constituent des outils essentiels pour piloter l'activité d'une banque publique de développement. Ils permettent de suivre la mise en œuvre de la stratégie, de mesurer l'exécution des projets, de portefeuilles de projets, de rendre compte aux différentes parties prenantes, les partenaires financiers, les ministères de tutelle, le conseil d'administration, etc. Ce sujet n'est pas nouveau pour la plateforme AgriPDB, nous on l'a déjà abordé, mais pas spécifiquement sur les indicateurs au travers d'autres webinaires, par exemple celui en agroécologie où on a présenté des outils de suivi des investissements, le webinaire sur les émissions d'obligations climat où on a présenté quels étaient les prérequis en termes de procédures internes et de production d'indicateurs spécifiques, où on a aussi abordé ce sujet pour le reporting des projets dans le domaine de la nutrition. Avec cette nouvelle série, nous souhaitons approfondir ces réflexions, proposer une approche plus structurée et opérationnelle à des indicateurs de performance, euh, ces indicateurs au service de l'impact des banques publiques de développement dans le financement d'une agriculture durable. Ce webinaire a été possible grâce à une collaboration avec la KfW, et nous la remercions. Il s'insère également dans la perspective du programme intégré pour les systèmes alimentaires, FSIP en anglais, pour la promotion des bonnes pratiques au sein des banques publiques de développement agricole. Le programme intégré sur les systèmes alimentaires s'attaque au problème de la non-durabilité en transformant les chaînes de valeur, les modèles d'activité, le système de financement et les cadres institutionnels. Il est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, dont la plateforme AgriPDB est un partenaire sur ce projet. Avant de donner la parole à Nabil et Nejib, que je remercie pour l'organisation de ce webinaire, Anaïs, peut-être tu veux nous donner quelques éléments pratiques? Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Je voulais juste vous rappeler que ce webinaire est enregistré et sera également disponible par la suite sur notre chaîne YouTube et notre site internet que je vais vous partager dans le chat. Et à la fin de la session, nous aurons une foire aux questions, donc un moment dédié pour vous pour nous poser à Nabil, Nejib et à Lyoun toutes vos questions. Mais on vous encourage vivement à insérer tout au long de la session vos questions sur le chat que vous trouverez en bas de votre écran. Et nous vous rappelons que évidemment on essaiera de répondre à toutes les questions, mais que nous allons privilégier les questions venant de représentants des banques publiques de développement. Voilà, je vous remercie et sans plus attendre, je vous laisse la parole, Nabil. Merci Anaïs. On va céder la parole à Najib, c'est lui qui va démarrer, Inch'Allah. Merci Nabil. Je crois qu'on va commencer par un petit poll, un petit quiz. Donc, est-ce que Anaïs, tu peux partager le premier quiz? Donc, notre premier sondage, c'est selon vous, les indicateurs d'impact servent à quoi exactement? Est-ce que ça sert pour la communication externe, pour la prise de décision de financement, pour répondre aux exigences des bailleurs ou pour le simple reporting? Donc, on compte sur vos réponses. Évidemment, il n'y a pas spécialement de bonne réponse, c'est juste pour essayer de comprendre quelle est votre connaissance sur ce thème. Je vois que déjà plusieurs personnes ont répondu, donc on va encore laisser quelques secondes pour laisser le temps à tous. Je vais attendre encore un petit peu. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y aura un second pôle à la fin de la séance, donc écoutez bien, écoutez bien tout ce qui va se dire aujourd'hui. Il y a encore quelques personnes.
J'ai l'impression que le nombre s'arrête un petit peu, donc je vais partager le pôle et Najib, je vous Mhm. laisse. Voilà, normalement, vous allez voir sur votre écran le résultat. Oui. Donc, selon vous, on va dire que 64% des personnes pensent que les indicateurs d'impact servent à la prise de décision de financement. En deuxième position, vous pensez qu'ils répondent particulièrement aux exigences des bailleurs, pardon. Et la dernière tranche de 9% des personnes pensent que ça sert au diver reporting. Donc, Mhm. à vous, Neji, pour nous en dire plus. Merci Anaïs. Donc, nous allons profiter de... Est-ce que l'écran est partagé? Donc, Oui, on voit bien. très bien. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est Najib Agili, expert en suivi, évaluation et agriculture durable. Donc, dans le cadre de cette série de webinaires de la plateforme AgriPDB consacrée à présenter l'essentiel des résultats de l'étude sur les indicateurs d'impact de la finance agricole, où on a essayé de prioriser trois thématiques pour les traités qui sont des thématiques prioritaires pour les banques publiques de développement agricole. Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est la gouvernance et l'intégration stratégique de l'impact par les banques publiques de développement. C'est un sujet à la fois très technique et en même temps politique. Donc, l'idée aujourd'hui n'est pas de faire un cours théorique, mais plutôt d'essayer de répondre à une question concrète. Comment faire en sorte que l'impact ne soit plus seulement un fichier Excel pour les bailleurs, mais un vrai levier de décision pour l'administration, pour le conseil d'administration, pour les directions et pour les équipes de métier au sein des banques. C'est pour cela qu'ensemble avec mon collègue Nabil aujourd'hui, nous allons essayer de croiser finance durable, agriculture et gouvernance pour rester auprès des réalités des banques publiques. Pour ce faire, donc, ce webinaire va traiter de quatre principaux objectifs. Donc, le premier, c'est comment passer du KPI de reporting au KPI de pilotage. Cela veut dire arrêter de collecter des dizaines d'indicateurs et empiler les indicateurs, mais plutôt se concentrer sur un noyau d'indicateurs qui influence vraiment les décisions et les arbitrages et l'allocation du capital. Le deuxième objectif, c'est de clarifier les rôles et les routines, qui fait quoi, qui arbitre, à quel moment, avec quel tableau de bord. Donc, on ne répond pas à ces questions. L'impact reste seulement une fonction de reporting et une fonction périphérique. Et le troisième objectif, c'est de clarifier une petite confusion entre impact, ESG et reporting qu'on a observé lors de l'étude et finalement dresser une feuille de route pour intégrer l'impact au sein des banques publiques de développement. Donc, la question centrale qui se pose, pourquoi c'est urgent, pourquoi c'est maintenant qu'on parle ou pourquoi on parle de plus en plus maintenant de suivi d'impact de la finance agricole. Euh, En effet, il y a trois pressions. Il y a une première pression par les shareholders, par les bailleurs, qui demandent de plus en plus quels résultats concrets allons-nous obtenir. C'est-à-dire, ce n'est plus suffisant de dire nous avons décaissé X millions, mais quel vrai impact on a eu sur terrain. La deuxième pression, c'est la pression de l'accès à des sources de financement telles que la finance verte ou des SDGs bonds. Donc, où il faut démontrer sa capacité à mesurer, à démontrer des résultats environnementaux. Euh,
Et la troisième pression, c'est surtout par rapport aux mandats publics. Les mandats publics évoluent, les stratégies des États change, il y a une grande pression par rapport aux aspects de sécurité alimentaire, d'inclusion et d'emploi avec ciblage des bénéficiaires et des territoires et d'adaptation au changement climatique et de résilience aux risques climatiques. Dans ce sens, il faut tout simplement transformer l'impact en un simple coût, si on mesure l'impact pour le mesurer, en un argument de négociation, de drainage de fonds, de mobilisation de capital et de légitimité en relation avec les politiques des États et, et aligné aux stratégies des États aussi. Donc, on va revenir un peu vers l'étude pour mettre l'accent sur 5 constats que nous avons pu enregistrer à travers la revue documentaire et les entretiens et avec les différentes banques. Donc, l'impact à échelle stratégique, il est reconnu. Mais réellement, dans la traduction, dans les décisions restent et dans les routines régulières des banques, reste inégal, pas au même niveau qu'à échelle stratégique. Le deuxième constat, c'est que les KPI sont fragmentés, orientés reporting, dépendant des différents bailleurs qui financent ces banques-là aussi. Euh, le troisième constat, c'est le faible usage dans la décision. Donc, en matière surtout d'arbitrage et de décision exemptée, donc, pour décider quel projet financer ou pour faire de benchmarking entre différents projets. Le quatrième constat, c'est cette confusion entre risque, impact et reporting. Et le cinquième, c'est une intégration crédit insuffisante et des tensions non arbitrées. Donc, par rapport à ce cinquième constat, l'impact est rarement un critère explicite exempté. Donc, les arbitrages, impact, risque, rentabilité ne sont pas vraiment très outillés. Euh, donc, l'impact, réellement, il est mesuré, mais pour être piloté, il faut aller un pas de plus. Donc, pour cela, quel schéma réellement il faut adopter pour piloter l'impact? Donc, on a, donc, à gauche, on part du mandat de la banque. Par exemple, sécurité alimentaire, inclusion financière ou emploi rural, c'est des priorités qui doivent être clarifiées et hiérarchisées par le conseil de l'administration et la direction générale, bien sûr, en alignement total avec la stratégie de l'État. Et à droite, on a les allocations, donc à quel segment, quel produit, quel territoire et avec quelle limite de concertation, de concentration plutôt, de risque ou d'impact minimum recherché. Donc, et au milieu vient les indicateurs d'impact qui servent alors de pont qui lie le mandat aux allocations que nous allons faire par la suite. Donc, ça permet de décider où orienter le capital pour maximiser l'impact dans un cadre de risque acceptable. Donc, dans ce sens, euh, éventuellement, on pourrait passer des heures à parler de méthodes, de modèles, de cadres internationaux, mais au final, sans gouvernance, sans une bonne gouvernance, on ne peut plus parler d'impact. Parce que tout simplement, la gouvernance, c'est elle qui fixe, qui arbitre quand et avec quel indicateur on détermine ça. Donc, la gouvernance permet concrètement d'avoir un propriétaire clair du sujet d'impact, des routines, donc à travers
les comités et les revues réguliers et un tableau de bord qui est réellement utilisé pour arbitrer et corriger les trajectoires au cas où le besoin y est. Ici, il ne s'agit pas aussi d'avoir un grand nombre d'indicateurs euh, ou aussi, il ne s'agit pas de consacrer une équipe, d'avoir une petite unité pour dire qu'on suit l'impact, une unité isolée, mais plutôt assurer un reporting pour assurer le reporting, mais ça doit figurer dans l'hierarchie tout au long de l'hierarchie de la banque et ça doit être intégré dans l'usage décisionnel au niveau de la banque par rapport au crédit surtout. Donc, cette gouvernance se manifeste à travers quatre grandes dimensions qui essaient à répondre à quatre questions principales. Donc, si on parle de gouvernance, donc la première question, c'est en relation avec le mandat. Quels changements voulons-nous produire? Donc, ici, on parle de clarifier les priorités, deux, trois priorités au maximum. Par exemple, l'inclusion des petits producteurs, euh, la création d'emplois décents, la résilience climatique, des filières spécifiques. Donc, cette clarification se fait au niveau du mandat avec un alignement du conseil d'administration et de la direction générale. Et c'est ici où cette intégration, cette appropriation par le leadership, le top management, va se refléter sur le reste de l'équipe et des équipes de la banque. La deuxième question, c'est comment mesure-t-on utilement cette stratégie? Donc, cela renvoie au choix d'un core set de KPIs, donc pour ne pas avoir un grand nombre, mais qui soit significatif et représentatif, avec une bonne définition, un périmètre bien ciblé, des sources de vérification claires. Donc, ce qui permet d'avoir des références assez claires. La troisième question, c'est comment ces priorités se traduisent-elles dans les décisions d'allocation? Donc, quels segments, quelles zones, quels produits sont priorisés, comment faire apparaître l'impact exempté dans les comités crédits au même niveau que le risque. Donc, l'impact doit être discuté dans les comités au même niveau que le crédit, mais pas à une fréquence moindre. Et finalement, la quatrième question, c'est la question centrale de la gouvernance. Qui arbitre, quand et avec quel KPI? C'est le cœur de toute la gouvernance, c'est les rôles et les routines explicites à ces quatre dimensions donc, pour la gouvernance. Finalement, pour clarifier un peu cette situation entre ESG, impact et reporting, un constat, il y a une petite confusion récurrente au niveau des banques. Donc, l'ESG, ça concerne d'abord le risque et la conformité. Donc, il s'agit de faire en sorte que la banque ne fasse pas de mal. Donc, on y retrouve les contrôles, les exclusions, les analyses de risque environnemental et social. Alors que l'impact, c'est vraiment, ça renvoie au changement mesurable lié au mandat de la banque. Donc, est-ce qu'il y a eu une amélioration des revenus des populations ciblées par la finance? Est-ce qu'il y a une meilleure sécurité alimentaire? Est-ce que la contribution aux pratiques d'adaptation au changement climatique sont meilleures? Donc, ce sont les indicateurs qu'on utilise pour arbitrer et allouer le capital.
Finalement, le reporting, ça reflète la redevabilité externe surtout. C'est pour répondre aux exigences par moment. C'est des exigences hétérogènes des bailleurs et des investisseurs. Toutefois, un indicateur, il peut servir les trois, les trois types en même temps, donc les trois usages, mais la définition doit toujours rester stable. Donc, la définition d'un indicateur ne doit pas varier trop si l'on utilise pour l'USG, l'impact ou le reporting. Donc, hiérarchiser et stabiliser les définitions évite les surmesurages. Donc, maintenant, nous avons clarifié cette différence. Nous avons mis les fondements pour le lien entre mandat et allocation. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Nabil pour clarifier qui fait quoi dans la gouvernance d'impact, comment pratiquement et d'une manière opérationnelle intégrer les indicateurs d'impact dans la décision d'allocation et dans le cycle de crédit et finalement pour clarifier comment peut-on faire ou comment peut-on s'aligner aux cadres et références internationaux qui existent et pour les clarifier davantage. Donc, je cède la parole à mon collègue Nabil et merci. Merci Najib pour votre présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, si vous pouvez le mettre en plein écran, Voilà, c'est... je vous Merci. remercie. Donc, c'est Nabil Kassaraoui. Je suis un expert en finance durable et inclusion financière. Je suis aussi le directeur général de FinDev Advisory et j'avais l'occasion de diriger une institution de microfinance. Donc, on a fait de la microfinance rurale et tout. Donc, je vais essayer de partager avec vous mes expériences locales et internationales. Donc, la première chose sur laquelle on va focaliser maintenant, cet exercice de gouvernance, il va passer par des parties prenantes. On a l'air de comprendre que cet exercice est un exercice qui concerne un département. Généralement, le département, c'est le département RSE, c'est le département ESG ou la direction impact. Mais dans la pratique, c'est un travail qui concerne tout le monde. Donc, il y a une responsabilité qui est partagée avec plusieurs parties prenantes dans l'institution bancaire. Et ça nécessite, comme a dit Najib tout à l'heure, des routines, des coordinations entre ces parties prenantes. Donc aujourd'hui, le premier responsable de cet exercice d'impact, c'est la gouvernance, c'est le conseil d'administration, c'est lui qui va fixer les priorités d'impact, c'est lui qui va arbitrer entre l'impact, le risque et la rentabilité sur la base de dashboards synthétiques qui certainement seront préparés par l'unité d'impact. Et c'est cette stratégie d'impact et cette stratégie de changement que nous voulons réaliser à travers notre mandat qui sera mise en place par la direction générale, le CODIR ou le comité d'exploitation. Donc, il va traduire toutes ces priorités stratégiques en objectifs. Donc, c'est comme on donne des objectifs de nombre de dossiers de financement, de volume de financement, nous allons décliner avec la stratégie commerciale des objectifs d'impact, c'est-à-dire des objectifs d'impact sur le plan économique, comment on veut changer les conditions de vie des gens, des objectifs d'impact sociaux, donc qui peuvent introduire la notion genre, qui peuvent aller vers les zones vulnérables, et c'est la direction générale qui va travailler aussi sur les routines. Donc, elle va organiser ce travail à travers des comités, des revues, etc. Donc, nous voyons ici que l'unité d'impact, elle va jouer un rôle certainement majeur. C'est l'équivalent du chef d'orchestre qui va mettre en place les indicateurs qui seront certainement validés par la gouvernance et celui qui va essayer de coordonner entre les différentes parties prenantes pour avoir ces indicateurs en temps voulu et qui seront bien évidemment feront l'objet d'un reporting par la suite. Donc, certainement, pour collecter cette data, et ça fera l'objet d'un webinaire dédié, on a besoin qu'il y a des personnes qui vont renseigner des champs,
Et généralement, c'est l'appareil commercial de la banque, donc c'est les agences, les agents de crédit, les chargés de la clientèle, etc., qui vont saisir ces données à l'origination, intègrent l'impact dans l'instruction et documentent les hypothèses. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, la question de l'impact, c'est une question qui suit le cycle d'exploitation ou le cycle de crédit. Bien évidemment, on ne peut pas s'en passer de l'activité risque pour articuler l'ESG et l'impact, s'assurer de la cohérence avec l'appétit au risque. Et bien sûr, aujourd'hui, cet impact-là, il est géré, il est tracé, mais certainement, ça doit passer par des systèmes de mesure et des systèmes de traçabilité. On n'oublie pas la fonction IT. Aujourd'hui aussi, nous devons inclure dans nos objectifs commerciaux des objectifs de durabilité. Donc, certainement, le côté RH pour sensibiliser les gens, pour former ces gens-là et pour façonner des primes, par exemple, variables qui sont indexées sur la durabilité, pas que sur le volume de financement. Donc, comme vous voyez ici, qui fait quoi? Tout le monde aura une tâche à faire pour qu'on puisse, en fin de compte, communiquer en interne et communiquer en externe, aussi bien avec les bailleurs qu'avec les différentes parties prenantes sur ce que nous devons faire. Maintenant, cette question d'intégration dans le cycle d'exploitation. Et là, c'est le cœur du métier. Comment on va intégrer ces indicateurs d'impact ou cette stratégie d'impact dans notre cycle d'exploitation? Donc, l'erreur, c'est de faire des financements et d'aller, après les financements, chercher l'impact. Donc, certainement, on n'est pas certain d'avoir l'impact désiré. Et je peux vous donner une expérience que j'ai menée auparavant. Donc, j'avais contracté une ligne de financement avec un bailleur qatari et ce bailleur n'a pas pratiqué un intérêt. Donc, c'est une ligne sans intérêt, mais je dois lui remonter un impact en termes de financement des jeunes qui sont âgés entre 18 et 35 ans. D'accord? Donc, l'appareil commercial se lance pour financer sans que je lui donne des instructions claires d'aller réaliser cet indicateur d'impact ou réaliser ces KPIs d'impact. Le résultat, c'est qu'il y a un dysfonctionnement entre les objectifs d'impact et les objectifs commerciaux. On ne cherche pas les jeunes, on cherche les femmes, on cherche les grands, les vieux, on s'en fout pas mal, on cherche le volume de production. Dans ce cas-là, on n'est pas en alignement entre la stratégie d'impact et l'appareil commercial. C'est pour cette raison que aujourd'hui, la question d'intégration dans le cycle de financement doit commencer dès l'origination. Donc, le premier moment, donc, on doit savoir quels sont les segments sur lesquels on va travailler, qui peuvent bénéficier de ces financements, quelle est l'intention de la banque publique de développement. Est-ce que c'est une intentionnalité green? Est-ce que c'est une intentionnalité pour financer les femmes? Est-ce qu'on veut faire du changement climatique? Et c'est pour cette raison que on va pratiquer des critères d'éligibilité qui sont purement en alignement avec notre mandat. Et c'est la première partie qui est la préqualification. Donc, dès l'origination du dossier, on sait très très bien que nous allons créer un impact bien déterminé. Deuxième étape, ça concerne l'instruction et ça nécessite une analyse d'impact détaillée se basant sur un business case, c'est-à-dire on doit savoir comment va se produire l'impact. On est certain en finançant l'agriculteur Monsieur X qui travaille dans une zone vulnérable que nous allons toucher l'impact de la vulnérabilité, l'impact de la réduction de l'empreinte carbone, je ne sais pas quoi, en fonction des produits qu'on va lui offrir. Donc, on doit aussi se baser sur des données de base, c'est le baseline et des proxys. Donc, pour savoir quelle était sa situation aujourd'hui avant de le financer, combien il consommait de l'eau, et lorsqu'on va lui financer un système d'irrigation goutte à goutte, ou on va lui financer des panneaux photovoltaïques, on sait bien quelle sera sa consommation d'électricité après le financement. Donc aujourd'hui, nous avons une note de justification qui va justifier comment l'impact sera-t-il réalisé. Lors de l'approbation, donc pour prendre des décisions de financement, on va arbitrer, comme a mentionné Najib, on va arbitrer un arbitrage entre l'impact, le risque et la rentabilité. Auparavant, dans un monde conventionnel, on parlait uniquement d'une décision qui se base sur le risque et la rentabilité. Aujourd'hui, on introduit l'impact. On peut accepter peut-être de financer une activité peu rentable, plus risquée, mais qui réalise plus d'impact. Donc là, vous voyez que la dynamique d'impact entre dans la décision d'approbation. Et pour s'assurer de la réalisation
de l'impact, nous allons fixer des conditions et covenants. Ce sont des articles qu'on va ajouter dans la convention de financement pour exiger, par exemple, que l'agriculteur est tenu d'installer des photovoltaïques, qu'il est tenu de reporter des données pour tracer les informations post-financement. Donc là, nous avons une décision, mais nous avons des outils de traçabilité qui sont constatés dans le contrat. Et la dernière étape, c'est une étape de suivi. Et dans cette étape de suivi, c'est le suivi qui peut se faire dans le cadre du COMEX, dans le cadre du conseil d'administration, en agrégeant tous les indicateurs économiques de changement d'activité, de changement du niveau de vie, etc., sociaux et environnementaux, qui seront cartographiés et on aura à les revoir d'une manière périodique. Et au même titre que les indicateurs opérationnels, on va se rendre compte qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Par exemple, si je suis tenu de financer 1000 jeunes par an, et si je n'ai pas réalisé que 50% de cet objectif, donc on va intensifier et on va retourner aux agents dans les agences pour leur dire, allez-y, focalisez maintenant sur les jeunes, focalisez maintenant sur les femmes parce que nous avons des engagements auprès de notre conseil ou auprès de notre bailleur pour réaliser ces indicateurs, donc sur la base d'actions correctives, etc. Donc, comme vous voyez, le constat, c'est que l'analyse d'impact, elle se fait, d'après notre étude, souvent a posteriori, ce qui fait on a un faible retour sur investissement en termes d'impact. La recommandation, il faut définir quoi, capturer, quand et par qui à chaque étape. Bon, je vais sauter un peu les deux exemples parce que je viens de parler de... Donc ça, c'est un exemple qui concerne la consommation de l'eau. On va cibler les agriculteurs qui ont un problème de stress hydrique et on va les encourager à consommer moins d'eau. Donc, on aura des champs à remplir qui sont la surface, le type d'irrigation. Et bien évidemment, on doit savoir le baseline, c'est-à-dire quelle est la consommation actuelle de l'agriculteur et lorsqu'il utilise des systèmes d'irrigation, donc il va économiser l'eau. On va faire des arbitrages et on va exiger dans les covenants d'installer des gouttes à gouttes et de faire des reportings annuels de consommation d'eau. Et au niveau du suivi, donc on va agréger les informations, donc le pourcentage des superficies équipées en irrigation économe, la réduction moyenne de mètres cubes par hectare. Donc ce sont deux informations qu'il faut agréger, qu'il faut consolider sur l'ensemble de notre portefeuille et de voir quel est le taux de défaut sur le portefeuille de durabilité par rapport au portefeuille qui n'utilise pas de la durabilité et voir s'il y a une assistance technique. Sinon, on va prendre des mesures correctives. Voilà, donc de ce fait, on a besoin d'un dictionnaire des indicateurs. Et ce dictionnaire d'indicateurs qui doit être validé en interne, qui doit être bien compris de la part de toutes les parties prenantes. Et pour chaque indicateur, on doit veiller à ce qu'il y ait une définition claire. Quel est le périmètre de KPIs? Quelle est la formule? On le mesure en pourcentage, on le mesure en kilogrammes, on le mesure en kilowatts. Quelles sont les sources de données qu'on va utiliser? Est-ce qu'au niveau du système d'information, à travers des déclarations clients, à travers des enquêtes, et comme vous voyez ici, pour pouvoir collecter les données, c'est un coût. Et quelles sont les fréquences? Quelles sont les méthodes? Est-ce qu'on utilise des proxys? Est-ce qu'on utilise des échantillonnages? Et aussi, on mentionne dans la fiche d'une page quelles sont les limites et les hypothèses, ce que le KPIs ne dit pas, quelles sont les marges d'erreur, les conditions de validité. Bien évidemment, c'est un travail qui se fait au niveau de l'unité de l'impact ou de la RSE ou de l'ESG. Et pour gouverner ce dictionnaire, donc on doit savoir qui valide l'impact, qui le met à jour. Donc il y a certainement toujours un propriétaire de l'impact. C'est l'unité impact ESG en partenariat avec le métier concerné. Et bien évidemment, la qualité de ces indicateurs doit être contrôlée d'une manière permanente pour s'assurer de la crédibilité de ces indicateurs. C'est pour cette raison qu'il va y avoir plusieurs versions au niveau de différents indicateurs d'impact. Donc, à quoi ça sert ce dictionnaire? Il sert à stabiliser les définitions, les sources et les méthodes. Quel est l'effet attendu de ce dictionnaire? Donc, c'est un KPI, c'est une page versionnée avec un propriétaire et des règles de mise à jour, ce qui va renforcer la fiabilité et la comparabilité. Je ne vais pas passer sur l'exemple pour que je ne dépasse pas le temps, mais certainement, on peut l'appliquer ce KPI sur les indicateurs
disons, de consommation d'eau, sur l'utilisation des terres sur pratiques durables, sur, disons, l'aspect femmes, l'aspect autonomisation des femmes, etc. Donc, on aura pas mal de choses à faire. Donc, quels sont les référentiels maintenant sur lesquels les PDBs vont se baser pour préparer ce travail? Il y a une panoplie de référentiels. Donc, il y a le référentiel d'Iris Plus qui nous propose une certaine taxonomie de KPIs. Donc, il a été mené par l'association GIIN, Global Impact Investing Network. Il permet de mesurer l'impact d'une manière standardisée. Nous offre un langage commun de taxonomie. Il dispose d'un ensemble de plus de 500 métriques et indicateurs qui touchent à la fois les aspects économiques, changement au niveau des revenus, de l'emploi, création d'emplois, l'aspect genre, social, inclusion, environnemental, climat, biodiversité, etc. Et c'est un référentiel qui est aligné avec les ODD et qui est structuré autour des dimensions d'impact. Il est interopérable avec le dernier référentiel qui est IPSO. Il y a aussi des référentiels de l'IFC, Performance Standards et IAMM. Donc, ce référentiel, il permet, développé par la Banque mondiale, il permet de gérer les risques des projets de développement. Il permet de calculer ou de faire une évaluation exemptée de l'impact de développement du projet et du marché, bien évidemment, et de suivre si ces réalisations, cet impact a été réalisé. Donc, ça permet une sauvegarde et de suivi des indicateurs environnementaux et sociaux, un scoring à IMM, résultats, projets, transformation de marché. Et il permet d'atténuer les risques environnementaux et sociaux, création d'emplois, transformation de marché, etc. Bien évidemment, ce référentiel, il utilise des indicateurs IRIS et complète IPSO alignés aux EDD. Tout le monde connaît le cadre des Excusez-moi, Nabil. ODD. Oui. Excusez-moi si c'est possible de conclure peut-être en une minute si ça vous... Ok, donc Excusez-moi. je vais conclure. Donc, il Merci. y a le cadre des ODD, il y a aussi le cadre des OCDE, CAD qui permet une gestion de redevabilité fondée sur le résultat. Donc, il y a une chaîne logique entre les intrants, extrants, effets et impact. Et il y a IPSO, c'est un référentiel convenu entre plusieurs DFIs qui a permis de mettre en place 38 indicateurs sur lesquels se sont convenus sur les thématiques d'emploi, d'inclusion, etc. Donc, pour finir, en une minute, ce travail de mise en place de l'exercice de la durabilité, ce n'est pas l'apanage d'une seule direction et ça ne se fait pas d'une magie et on ne peut pas exporter un ensemble d'indicateurs pour l'introduire. Donc il faut une phase pilote dans laquelle il faut connaître le mandat, les priorités de l'institution, mettre en place un premier corset d'indicateurs, développer les différentes routines mentionnées par Najib entre les différents départements, puis intégrer dans le cycle de crédit comment on intègre l'impact dans la durabilité dans les choix de financement, je l'ai expliqué tout à l'heure, et pour finir les 6 derniers mois avec des dashboards opérationnels qui sont utilisés par la direction et le conseil pour prendre des décisions stratégiques, bien évidemment, avec des incitations alignées avec, ces objectifs de durabilité, avec des revues trimestrielles et des boucles d'amélioration. Donc, la dernière recommandation pour nous, il faut démarrer petit et fiabiliser, puis il faut industrialiser. Merci beaucoup. Très intéressant, excellent. Euh, euh, Anaïs, maintenant donc je donne la parole à la Banque agricole, c'est ça? Ou Oui, c'est ça. où il y a le sondage? Donc Alioune, merci beaucoup de nous partager aussi donc vous êtes directeur responsable du suivi et évaluation à la Banque agricole. Et donc, on est très intéressé pour avoir votre témoignage, y compris les difficultés que vous pouvez que la Banque agricole a pu rencontrer dans le passé pour établir son système de reporting. Euh, je vous laisse la parole. Merci bien Thierry et merci à Najib et à Nabil. Je me présente, je suis Alioune Seydi, je suis économiste de l'environnement et je suis le responsable suivi et évaluation au niveau de la Banque agricole. J'espère que vous recevez mon écran. Oui, on le voit bien.
Ok, parfait. Donc, je vais vous partager un peu l'expérience de la Banque agricole sur ces questions d'indicateurs. Peut-être à l'entame préciser que d'aucuns qui sont des spécialistes suivi évaluation peuvent se poser des questions lorsqu'on va parler donc d'impact parce que la notion d'impact, quand on est puriste dans le suivi évaluation, ça peut ne pas être certes, équivalent avec certains indicateurs que nous sommes en train de suivre. Et moi, je vais essayer de prendre en considération ces deux aspects. Le fait d'être sur des proxys, qu'on va considérer comme des impacts, et comment aussi au niveau de la Banque agricole aujourd'hui, on est en train de travailler pour aller carrément sur vraiment ces indicateurs d'impact-là. Ce qu'il faut noter à l'entame, peut-être, il faut dire qu'au niveau des banques aujourd'hui, que ce soit la Banque agricole ou bien certains confrères, on est à l'heure vraiment du changement de paradigme. Parce que l'écosystème dans lequel nous évoluons est en train d'être changé. Donc, il y a la notion de redevabilité, mais les exigences des partenaires aussi, mais également les exigences à l'interne commencent à changer. Comment la banque aujourd'hui est arrivée à s'intéresser à ces questions donc d'indicateurs d'impact, à ces questions de KPI et à suivre donc l'impact. Ce qu'il faut dire, nous sommes déjà une banque où l'État est l'actionnaire majoritaire, donc cela va sans dire que nous contribuons à la mise en œuvre de la politique agricole et environnementale de l'État parce que notre activité, son cœur de métier, c'est l'agriculture, mais vous comprendrez aisément qu'il y aura forcément des impacts donc, sur l'environnement, donc il faudrait qu'on suive au minimum donc, ces deux dimensions-là. Nous sommes dans un écosystème où nous contribuons à rendre compte, n'est-ce pas, à l'État du Sénégal et au niveau international. Et je cite ici deux documents de référence, à savoir donc la CDN, n'est-ce pas, sur le plan du changement climatique, mais également les ODD si on veut aller sur les questions de sécurité alimentaire dans le domaine de l'agriculture. Donc, en tant que banque agricole, donc, nous contribuons à renseigner, à fournir des informations donc, avec ces partenaires-là. Donc, forcément, nous serons intéressés à pouvoir collecter des informations sur l'impact. La deuxième chose, c'est qu'à l'interne même, nous avons pris conscience que notre politique doit être orientée davantage à renforcer les moyens de subsistance et de promouvoir le bien-être de nos populations, de nos communautés, particulièrement dans la zone rurale. Et je viendrai sur ça avec des exemples particulièrement avec un des partenaires, un des donneurs, du moins un des bailleurs, à savoir l'AFD, comment on est en train d'appréhender ça en termes d'impact. L'autre aspect, c'est que nous sommes aujourd'hui une entité accréditée au Fonds vert pour le climat. Donc, nous avons des exigences en termes de reporting et vous savez tous qu'il y a deux dimensions sur lesquelles il faudrait fondamentalement faire le reporting, à savoir l'adaptation et l'atténuation. Et c'est dans ce sens-là, et je crois que Nabil l'a bien précisé, qu'il ne faut pas faire la confusion entre les systèmes de gestion environnementale et sociale, mais c'est des indicateurs qui peuvent être interconnectés. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais bien aimé que mon collègue Abdou Aziz Diédhiou, qui a en charge la politique de sauvegarde environnementale et sociale, prend la parole pour une minute pour nous dire exactement comment, sur sa politique environnementale et sociale, comment ces questions-là sont appréhendées. Aziz, est-ce que tu nous reçois? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Oui, Merci. Merci Alune, tu pouvais valablement continuer dans la même dynamique, mais bon, merci en tout cas pour l'honneur que tu m'as offert de partager, j'allais dire un peu de vous parler un peu des liens, voilà, qu'il y a entre le reporting, en tout cas ESG, et le reporting d'impact. Nabil l'a dit et tu l'as repris. Le reporting environnemental, social et gouvernance et le reporting d'impact sont forcément liés. Voilà. En tout cas, sur le reporting ESG, ce qu'on regarde, ce qu'on essaye en tout cas d'appréhender, c'est la performance durable et les risques liés au financement que nous offrons à notre clientèle, au portefeuille. Il l'a dit, hein, c'est carrément le lien entre le risque et la conformité. Et c'est pourquoi nous, dès le départ, nous avons mis en place une politique de sauvegarde avec donc un système de gestion environnementale et sociale, une politique environnementale et sociale, une méthodologie d'approche de catégorisation des risques ESG. Et tout ça est arrimé aux normes de sauvegarde, les 8 normes donc de la SFI, qui nous permet d'avoir des informations, ou en tout cas d'appréhender et d'évaluer surtout le client donc, que nous finançons. Alors, dès l'instant que vous apprenez la performance durable et les risques liés à votre financement, maintenant, c'est le reporting d'impact et c'est tout l'intérêt
de la présence de M. Alioune Seydi au sein de la banque, c'est de pouvoir maintenant, dans un second temps, quantifier les effets réels et surtout de voir quel est l'impact de nos activités, en tout cas sur, sur notre performance économique, sur notre performance environnementale, sur notre performance climatique. Et Nabil l'a bien dit. Et là, ça vous donne carrément des données d'impact, aussi bien sur l'adaptation, sur l'atténuation, notamment sur comment les financements arrivent à rendre véritablement résilients les différents acteurs donc, que vous financez. Véritablement, donc, le reporting ESG structure la donnée, hein, souvent donc réglementaire, tandis que pour moi, le reporting d'impact en démontre véritablement la finalité positive. Il l'a dit, hein, en ayant des indicateurs très clairs sur le nombre d'activités financées, les bilans d'émissions, sur voilà, la performance même de l'activité que nous finançons. Donc, cette politique de sauvegarde environnementale et sociale, on va continuer à la mettre à jour parce que les politiques de sauvegarde, tous les 2 ans, vous regardez, vous vous arrêtez, vous regardez la performance. Bon, dans le cas maintenant des projets que nous finançons avec le Fonds Vert Climat, ça, forcément, nous posons dès le départ un cadre d'évaluation donc, des résultats en rapport avec donc, différents mécanismes et outils utilisés par le Fonds Vert, idem, donc les différentes lignes donc, de financement que nous avons. Bon, bref, il est plus spécialiste que moi dans ces aspects-là, mais la relation aujourd'hui entre voilà, ce que nous faisons en matière de sauvegarde et le reporting d'impact est forcément lié. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est arriver à avoir un système qui parle un langage unique. Et là, je pense que Alioune va y revenir et permettre surtout aux opérationnels, depuis la mise en relation avec les clientèles jusqu'aux responsables du reporting d'impact, d'avoir un fil conducteur unique arrimé donc au système d'information de la banque. Merci. Merci bien, Abdou Aziz, donc, pour partager ces aspects-là avec l'assistance. Et je trouve que c'est très intéressant et ça rentre en droite ligne sur le processus que je décrivais tantôt, à savoir pourquoi aujourd'hui les banques ou bien la banque agricole est arrivée à s'intéresser à ces notions d'impact. Donc, comme je l'ai dit, il y a déjà le fait de rendre compte et de participer à la réalisation de la politique de l'État, le fait d'avoir pris conscience à l'interne que nous devons travailler sur l'amélioration du bien-être, mais également le fait d'être une entité accréditée au Fonds Vert et au Fonds d'adaptation. Et sur ces questions d'impact, là aussi, c'est pourquoi nous sommes fortement embarqués sur ces questions d'impact, c'est qu'aujourd'hui, la Banque agricole, avec son projet qu'il a pu faire valider au niveau du Fonds Vert Climat, a été choisi pour faire partie des projets qui seront un peu évaluer avec l'unité d'évaluation indépendante du Fonds Vert et aller carrément sur la mesure de l'impact. Cette fois-ci, nous allons aller sur les questions de randomisation pour être sûr que ce que nous allons capter en termes d'information peut être considéré comme de l'impact. Ça, je crois que dans les questions-réponses, on pourra y venir pour les gens qui sont intéressés. Dans ce processus vraiment qui a amené la banque à être embarquée sur ces questions d'impact, il y a aussi l'exigence des bailleurs. On ne peut pas l'occulter. Je cite 2 bailleurs ici, donc à savoir l'AFD et la Banque européenne d'investissement, avec lesquels nous avons des lignes de financement et qui ont des exigences de reporting. Les exigences tournent autour de 4 points fondamentalement. Il y a la dimension genre, donc qu'il faudrait fondamentalement adresser. Il y a la création d'emplois. Il y a l'amélioration donc des revenus, mais également il y a la gestion des ressources donc naturelles, en mettant un focus sur la biodiversité et sur les ressources donc en eau. Voilà ce qui nous a amené aujourd'hui à travailler fondamentalement sur ces questions donc, de l'impact. Maintenant, au sein de la banque, très rapidement, hein, comment cet impact est gouverné? J'ai mis la carte pour montrer un peu la manière dont nous sommes déployés au niveau du territoire national avec en moins de 45 agences. Et on commence depuis la base. Donc, chacun, je crois que Nabil et Négypte sont venus donc très largement là-dessus. Chacun a une partition à jouer donc, dans ce schéma-là. Donc, très rapidement, nous partons donc de la base avec le conseil clientèle. Donc, l'information est déjà encodée. Il a des soucis donc de capter l'information. Je crois qu'il a donné un exemple pertinent. Passer par le chef d'agence, le chef de zone, le responsable pôle ou le chef de département et aussi le responsable sur évaluation que je suis. Donc, ça fait partie des rares banques où on retrouve un responsable sur évaluation, d'où cet intérêt à travailler sur l'impact. L'information pour une prise de décision éclairée.
est renvoyé au niveau du comité de direction et jusqu'au conseil d'administration, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être alignés par rapport aux exigences et aux engagements que nous avons pris, mais également éclairer la prise de décision au niveau de ces instances-là. C'est important. Maintenant, quelques exemples concrets, hein, n'est-ce pas, pour montrer comment on essaie d'aller vers cette notion d'impact. Je prends déjà un partenariat que nous avons eu avec l'USAID, donc que nous avons dénommé Wamanbay, qui est donc la vente de pompes solaires pour substituer aux pompes donc diesel. Ici, on avait un système de milestone qui conditionnait donc le décaissement. Donc, c'était des impacts. Donc, ce qu'on avait pour approximer de façon approximative, c'était le volume de financement qui était octroyé, mais aussi le nombre d'unités vendues. Il fallait atteindre ces indicateurs-là pour pouvoir prétendre au décaissement des subventions. On a aussi le partenariat que nous avons avec l'AFD et la Banque européenne d'investissement. Donc, il y a des exigences donc, à réunir. Donc, il faut atteindre un certain nombre de cibles pour espérer dans l'avenir un renouvellement de la ligne. Donc, j'avais parlé tantôt de la dimension genre qu'on essaie d'adresser avec la notion de 2X Challenge, mais aussi il y a le volume de financement aujourd'hui en termes d'atténuation et d'adaptation qu'il faudrait aussi renseigner donc en termes de volume. Il y a forcément donc notre projet qu'on a eu à faire valider au niveau du Fonds vert climat, donc qui porte sur de l'agriculture intelligente face au climat. Comme vous le savez, avec le Fonds vert, il y a forcément ces deux dimensions donc de reporting, aussi bien sur l'atténuation avec les quantités de CO2, mais aussi sur l'adaptation avec le nombre de bénéficiaires. Donc ça, c'est des indicateurs que nous avons aussi en termes d'impact sur ces deux financements-là. Mais nous explorons aussi les notions de financement innovants. Des fois, nous commençons par des pilotes et il faut passer à l'échelle et nous exploitons aussi certaines niches. Donc, ce qui fait que nous avons aussi des indicateurs d'impact là-bas pour impulser deux dynamiques. Les primes à l'investissement, n'est-ce pas, et des fois, on a des émulations saines, donc des concours que nous organisons, des hackathons, des compétitions, et on a un prix Sahel que nous sommes en train de développer avec le FIDA, qui permet aussi, en fonction des impacts et des résultats qui sont atteints par les acteurs, de pouvoir donc les récompenser d'une manière ou d'une autre. Et là, je vais terminer par ce dernier point, pour vraiment faire un tour d'horizon des leçons apprises et des accueils que nous avons eu à rencontrer et partager peut-être notre modeste expérience avec nos collègues qui sont ici présents. L'idée ici, c'est le constat, c'est que on est, je crois que Nabil l'a dit et Najib également, on est obligé aujourd'hui d'aller au-delà des simples flux financiers et des taux de remboursement. Les préoccupations, notre redevabilité va au-delà de ces simples indicateurs-là. Il nous faut aller appréhender ces indicateurs d'impact, j'en ai cité certains, notamment sur le genre, la création d'emplois, l'amélioration des revenus, les ressources naturelles. Mais ce qu'il faut dire, il faut éviter d'aller sur des indicateurs qui sont complexes. Les indicateurs qui nous semblent les plus parfaits parfois sont les plus complexes et coûteux parce que la collecte de l'information nécessite vraiment des ressources. Et on est très souvent confronté à un challenge technique mais également financier. Donc ça, il faudra l'avoir donc à l'esprit. Aujourd'hui, on a également besoin de renforcement de capacité de ces personnes qui travaillent au niveau des institutions financières parce que la problématique est tout autre. Il y a un changement de paradigme, il faut qu'on change carrément de trajectoire, il faut qu'on aille appréhender des choses qu'on n'avait pas l'habitude donc, de manager. Donc forcément, il faut prendre en soin le fait de renforcer la capacité des équipes. Il y a des multiples approches qui existent au niveau des partenaires aussi, ce qui fait que des fois, un partenaire peut venir avec ses propres templates et ses propres exigences en termes d'impact, ce qui est différent de notre partenaire. Donc, plus tu as de partenaires, davantage tu es confronté parfois à des questions d'harmonisation. Donc, je vais finir par dire trois mots, en fait, trois phrases du moins. Il faut éviter d'aller sur un dispositif complexe en début donc, de mise en place du système qui risque d'être abandonné à la longue. Il faut commencer simplement et améliorer au fur et à mesure. Il faut tenir compte aussi du temps nécessaire pour la culture du changement. Parce que quand on impulse ces dynamiques, quand on va sur ces questions d'impact, quand on appréhende d'autres dimensions au sein de ces institutions financières-là, il y a forcément cette courbe de deuil qu'il faut appréhender, cette culture de changement qu'il faut impulser dans les institutions et il faudrait un temps pour que ça prenne. Donc ça, il faudra tenir ça en considération. Voilà vraiment de façon très résumée quelques expériences au niveau de la Banque agricole que je voulais partager avec l'assistance et nous restons disponibles pour d'éventuelles questions. Merci bien. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir aux questions-réponses. Je vois qu'on a dans l'assistance le Crédit Agricole du Maroc, Bagri Niger, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, BNDA Mali,
la Banque agricole, qui est aussi speaker, et d'autres institutions. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et tout d'abord, peut-être Claude Thor de l'AFD, tu aurais quelques mots de commentaire aussi à apporter? Oui, bonjour à tous. Merci. En fait, je voulais juste dire que du côté de l'AFD, on a parcouru et on parcourt toujours un peu le chemin qui nous a été présenté brillamment par Nejib et Nabil. Et on est toujours là-dessus, hein. C'est quelque chose que, comme a dit Alioune, qui est permanent et qui nécessite une constante adaptation. Je voudrais faire quelques petits commentaires supplémentaires. Donc, effectivement, il faut bien distinguer ce qui est du ressort de ESG, un peu le minimum, hein, le do no harm, de la mesure d'impact qu'on peut caractériser comme l'impact en fait de l'extérieur vers le portefeuille de la banque. Mais il y a aussi une autre dimension qui est la matérialité financière, c'est-à-dire en fait l'impact qui est parfois peu mesuré, mais qui est de plus en plus exigé par les superviseurs bancaires, de l'impact par exemple environnemental sur le portefeuille de la banque. Là, je parle par exemple des sujets de climat, changement climatique et impact des dépendances de la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup à travers notamment le reporting des task force sur la biodiversité, la TNFD, et la task force sur le climat, la TCFD. Euh, Autre point que je voulais simplement évoquer, c'est que comme l'a évoqué un petit peu Alioune, c'est qu'en fait, il y a en interne une forte résistance au changement. Le personnel n'aime pas ajouter de nouvelles procédures dans ses activités, et donc ça, c'est quelque chose qui est réel. Donc ça veut dire qu'au-delà donc de la validation du mandat, des arbitrages à plus haut niveau, il y a un gros effort à faire en interne pour former les personnels, faire en sorte qu'ils s'approprient toutes ces modifications, ces changements, et avec un très gros effort sur les outils de simplification, parce que ça, c'est un très gros irritant interne dans beaucoup de banques, c'est le fait d'avoir des outils où on est obligé de dupliquer les saisies, de rajouter des temps de travail complémentaires dans l'instruction des dossiers, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui fait que beaucoup d'agents sont réticents à les mettre en place. Donc ça, c'est un point où il faudra chercher des outils automatisables, des choses, des systèmes d'information faciles à renseigner, etc. Donc ça, c'est un point fort. Autre point fort également sur les KPI, c'est donc de la gestion d'informations. Ça veut dire aussi des sujets d'arbitrage entre le coût de la collecte de cette information et la robustesse de l'information qu'on va avoir et qu'on va reporter. Et ça, on est obligé aussi d'arbitrer entre c'est-à-dire que si on veut quelque chose d'extrêmement robuste, ça peut être extrêmement coûteux ou même quasiment impossible à mesurer. Et c'est pourquoi souvent ce sont des compromis à rechercher entre cette robustesse et ces coûts, en évitant bien entendu d'affaiblir les résultats et éviter notamment sur les sujets environnementaux tout ce qu'on appelle le greenwashing, et donc de dire qu'on est très bon sur l'environnement alors qu'en fait on est un peu capable de mesurer et qu'on reporte des choses qui sont soit peu vérifiables, soit fausses. Et dernière chose, je voulais évoquer ces sujets qui sont liés à les KPIs et ces sujets de traçabilité, c'est-à-dire de coller au crédit, au portefeuille des informations extra-financières très importantes. C'est des éléments très importants qui peuvent ouvrir des opportunités pour les banques, des opportunités notamment, et ça plusieurs banques publiques l'effectuent, hein, en termes d'émissions de green bond ou de bons ou d'obligations durables ou d'obligations sur des sujets particuliers qu'on a pu tracer
grâce à cette collecte d'informations. Et ça, c'est un point très important qui renforce l'image de la banque, qui lui amène des ressources supplémentaires et qui va intéresser beaucoup de banques à ce sujet. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Claude. On passe la parole à Monsieur Touré de la BNDA. Anaïs, c'est ça? Donc, Oui, c'est ça. Monsieur Touré, Oui, euh, Monsieur Babatouri, j'ai ouvert votre micro si vous voulez poser votre question en essayant d'être... Hum, S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vais être très, très rapide. J'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons très bien. Ok, merci beaucoup. En fait, à la fin de la présentation de Monsieur Sidi de la Banque agricole du Sénégal, j'ai vu qu'il a relevé quelques difficultés, et notamment celles relatives à la collecte des données d'information. Ma question est de savoir, est-ce qu'à l'interne, ils ont développé des mécanismes euh, pour leur permettre de faire face à cette difficulté? On aimerait bien s'en inspirer ici. Merci beaucoup. Merci. Lyon, vous voulez répondre? Ok, donc merci bien à mon homologue de la BNDA. Je lui passe le bonjour en passant. C'est une question très pertinente. Je crois que ça a été évoqué même par Claude Thor. Il faut à un moment donné faire un arbitrage entre l'information pertinente qui est smart qu'on veut collecter et le coût qu'on va investir pour pouvoir collecter l'information. Et nous sommes le premier problème auquel on est confronté au niveau donc des banques, c'est très souvent cette question de rentabilité là. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ça va faire bouger le produit net bancaire à la fin de l'année ou pas? Donc, c'est ça où Claude, c'est là où j'ai aimé l'intervention de Claude en termes d'arbitrage. Maintenant, nous, ce que nous avons fait, n'est-ce pas, au niveau de la banque agricole, et c'est ce que j'avais dit, c'est qu'il faut commencer petit pour donner de l'appétit et aller sur des proxys. On peut avoir un bon indicateur qui ne peut pas être collecté parce que ça nous coûte cher. Donc, on essaie d'avoir des proxys, n'est-ce pas, pour essayer d'appréhender donc l'impact. Donc ça, c'est la première chose. Développer des fiches que Nabil a eu à présenter, n'est-ce pas, ce que nous appelons la carte d'identité des indicateurs, voir même comment on doit collecter l'indicateur, qu'est-ce que ça va nous coûter et comment on doit l'interpréter. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller sur des proxys, sur des choses qui sont simples et qui ne coûtent pas trop à la banque. Ce que nous faisons également pour faciliter donc ce travail-là, c'est d'essayer de développer des partenariats. Donc, on essaie de nouer des partenariats et de lever des subventions. Parce que quand vous recevez des subventions, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour pouvoir financer donc l'argent, mettre en place des dispositifs. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'après la fin de la subvention, est-ce que ce système-là pourra continuer vraiment à marcher? Parce que comme je l'ai dit, la collecte demande beaucoup donc de moyens. Ce que nous faisons aussi, c'est d'essayer d'externaliser. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec des structures qui sont vraiment spécialisées dans la collecte de données pour nous permettre de faire le travail à notre place et vraiment de rémunérer. Parce que si vous devez vous-même mettre en place la totalité du dispositif, ça peut coûter cher. Si vous vous greffez sur un dispositif qui existe déjà, ça peut être moins cher, tout en sachant qu'il y a des questions de confidentialité des données qu'il faut aussi gérer, n'est-ce pas? Donc, nous, voilà ce que nous faisons. Et l'exemple type aujourd'hui, c'est avec l'AFD. Nous allons vers cette étude d'impact-là, l'évaluation d'impact, mais on s'est adossé un peu sur une subvention qu'on a reçue de l'Union européenne pour développer tout ce mécanisme-là. Nous allons faire même une situation de référence pour aller collecter l'information avant notre exercice pour à la fin pouvoir capter réellement l'impact. Voilà vraiment de façon très rapide ce que je peux partager avec vous en termes d'expérience et au besoin, on pourra continuer la discussion. Merci bien. Merci beaucoup. Avant de clôturer, Anaïs, peut-être tu veux lancer le dernier sondage? Et on a aussi une question dans le chat qui s'adresse plus à Nabil, je pense. Si Nabil, si vous voulez y répondre. Oui. Alors, qui est le La- responsable la- de la validation finale des indicateurs, direction, des risques, conseils, quelles sont les sources de données privilégiées? Système d'information interne, enquête terrain, reporting des clients, comment la banque gère-t-elle les marges d'erreur et les hypothèses liées au proxy, etc. Bon, pour répondre d'une manière un peu générale, tout le process, tout l'exercice d'impact et tout le process doit être validé par le conseil d'administration, bien évidemment à travers un comité, qui est le comité de durabilité
qui travaille en étroite relation avec le département d'impact ou de d'ESG. Ça diffère. On a vu pas mal de pratiques lors de nos interviews. Donc, tous ces aspects, comment collecter, la fréquence, est-ce que c'est valide, c'est pas valide, les versionning, etc., doit faire l'objet d'une procédure claire. Et c'est cette procédure qui sera validée. C'est à peu près la même démarche, Thierry, que la démarche de gestion de risque, la démarche de l'audit interne. Toujours, on a un volet stratégique qui valide et on a des départements qui exécutent. Mais certainement, le chef d'orchestre qui fait tout ce travail-là, avec toutes les parties prenantes, bien évidemment, c'est le département de l'impact. Par exemple, j'avais l'occasion de visiter des IMF en Tunisie, d'accord, qui ont un département de la performance environnementale et sociale ou qui ont une direction d'impact déjà. D'accord? Je ne parle pas de banque. Vu la sensibilité de ce sujet d'un point de vue stratégique. Donc, j'ai beaucoup apprécié la remarque de Claude. Aujourd'hui, on peut émettre des Sustainability Linked Bonds, c'est-à-dire des obligations de la durabilité, et que on va avoir de l'argent à un moindre coût parce que les gens vont vous exiger un intérêt moindre parce que vous allez créer de l'impact en plus. Comment les assurer? Il faut les assurer à travers un process fiable de génération de l'information. Et c'est ce qu'on va consigner dans le rapport extra-financier ou dans le rapport d'impact. Donc, je confirme que tout ce travail-là se fait au niveau de l'institution, mais qui doit avoir une certaine validation au niveau du conseil d'administration. J'ai Et il y avait profité. aussi la question sur le message choc que vous avez lancé, qu'on peut financer une activité peu rentable, risquée, mais qui a un impact. Et du coup, la question était la question de Daouda Amani dans le chat. Est-ce que cela veut dire qu'il peut y avoir un financement à perte ou bien ça signifie trouver un équilibre entre viabilité financière et utilité collective? Ça, Excellent, excellente question, Daouda. C'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, on a fait un changement de paradigme. C'est-à-dire, au lieu d'être disons, le capitaliste qui cherche à maximiser le profit, on sera un capitaliste social ou ayant une sensibilité envers la durabilité. Il va maximiser l'impact. En maximisant l'impact, il va réduire ses coûts opérationnels ou ses coûts de refinancement et il va améliorer aussi le rendement. Donc, de prime abord, on va voir que au lieu de pratiquer un taux d'intérêt de, par exemple, je dis n'importe quoi, de 12%, vu qu'il y a un impact sur l'environnement, on a pratiqué un taux concessionnel de 9% seulement. Mais en amont, nous avons mobilisé des ressources auprès des bailleurs. Je peux citer le cas de Acumen, par exemple, un bailleur qui travaille sur l'exercice d'impact en matière de changement climatique. D'accord? Il va nous donner des refinancements au lieu de 9%, on va l'avoir à 4%. Donc, ce que nous avons, le manque à gagner que nous avons manqué au niveau du revenu, on va pas perdre, on va pas vendre à perte certainement, mais on va diminuer nos marges de profit et on va profiter quelque part de support qu'on peut avoir au niveau de l'assistance technique, de support qu'on peut avoir au niveau des lignes de financement concessionnelles. Et je parle très très bien en connaissance des causes. J'ai dirigé une institution financière auparavant et on a reçu un support de la part de bailleurs qui nous donnent soit du crédit sans intérêt, soit des grantes, soit des crédits qui sont à faible taux. D'accord? Et je rejoins Claude sur le sujet des émissions d'emprunt obligataire vert, des émissions d'emprunt obligataire, disons, sensibles genre, même de l'émission de Green Sukuk au niveau de la finance islamique, qui auront un coût moindre, mais qui auront un impact supplémentaire. Pour pouvoir bénéficier de ces outils de refinancement, faudrait-il avoir l'exercice déjà mis en place? Il faudrait-il que les indicateurs que nous sommes en train de collecter soient des indicateurs fiables pour rassurer les souscripteurs et les investisseurs? oui. Anaïs, peut-être un point sur le sondage. Je laisserai Oui, ensuite la parole à Abdou Aziz qui a levé la main. Et on va être obligé de conclure. Désolé. Enfin, merci beaucoup Mohamed Ali aussi et Stéphanie pour lancer les débats sur des nouvelles questions. Ces questions sont bien prises et on tentera d'y répondre lors du prochain webinaire sur le sujet, puisque nous avons la chance de nous retrouver très bientôt à nouveau sur les KPI pour avancer les discussions sur le sujet. Anaïs, le sondage? oui, merci beaucoup. Certains d'entre vous ont déjà répondu donc à notre première question après ce webinaire. Selon vous, la priorité numéro 1,
Et la deuxième question qui était les indicateurs clés de performance devraient être discutés jamais une fois par an, trimestriellement ou à la même fréquence que les KPI financiers. Donc, je vais terminer maintenant le pôle et je vais vous présenter les résultats. Donc, pour 43% d'entre vous, la priorité numéro une serait d'intégrer l'impact au crédit dans le processus de financement. En second lieu, de clarifier l'impact et l'ESG. Puis, 14% d'entre vous ont pensé judicieux d'intégrer les données et la technologie informatique. Et ensuite, pour le même pourcentage, mettre en place un comité ESG et sélectionner des indicateurs clés de performance. Et selon vous, avec une grande marge, donc 54% d'entre vous pensent qu'il faut que les KPI soient discutés à la même fréquence que les KPI financiers. Et en tout cas, personne d'entre vous n'ont choisi jamais. Donc je pense que le message a été passé. Et merci à vous. Et je vous laisse la parole, Abdou-Aziz. Abdou-Aziz, oui, est-ce une question ou un mot de conclusion? Un mot de conclusion serait bienvenu. Non, 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 enfin, je voulais un peu titiller les banques publiques de développement sur le reporting d'impact, mais je pense que le temps ne nous permet pas, c'est bon. Parce que moi, j'ai voulu un peu voir, est-ce que dans le cadre global de ce reporting-là, aujourd'hui, qu'en est-il sur l'impact réel sur le fonctionnement même de nos institutions? Je dis n'importe quoi, si on solarise 60% de nos agences, ben, en termes d'impact aussi, par rapport à la contribution à nos CDN, etc., sur l'efficacité énergétique dans le fonctionnement global même de nos institutions. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Très bien de lancer un nouveau débat et c'est pris également avec les questions de Mohamed Ali et de Stéphanie sur vraiment les limites aussi de l'exercice et comment le cadrer au mieux. Et donc nous prenons toutes ces questions pour l'organisation des deux prochaines sessions et nous vous tiendrons informés. Si vous voulez assister à la même présentation en anglais, c'est lundi après-midi. Merci à tous et à très bientôt.